Salut les parents! Bienvenue à Entre deux espaces, le balado CSSMI. Nous sommes Fanny et Estelle, enseignantes et mamans, et nous vous recevrons ici chaque mois. Ce balado s'adresse à tous les parents d'enfants d'âge primaire et secondaire et se veut une fenêtre sur la classe de votre enfant. Bonne écoute! Bonjour les parents! Bienvenue au podcast Entre deux espaces. Bonjour Fanny. Bonjour Estelle. Comment vas-tu? Ça va bien, un petit peu nerveuse, je dois l'admettre. Ça va peut-être s'entendre aujourd'hui. Ouais. Ben moi aussi, en fait, je vis un mélange d'émotions, une certaine fierté, beaucoup d'enthousiasme face au fait qu'on démarre un beau projet que l'on porte dans notre cœur et dans notre tête depuis un moment. Mais en même temps, une forme de nervosité, parce que c'est pas notre habitude que de se retrouver dans un studio de podcast. Mais ça va bien aller, quoique j'invite les parents tout de même à de l'indulgence, parce que, comme le disait Fanny, ça se peut que ça transparaisse dans le rythme de nos propos, un petit peu, mais ça devrait s'adoucir au fil du temps. Surtout contente, surtout bien heureuse de vous présenter ce premier épisode du balado, un projet qu'on chérit, qu'on met en place tranquillement depuis quelques temps. Donc, le fruit de nos efforts aujourd'hui qui s'entendra dans vos oreilles. Oui, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à consulter ou plutôt à écouter les 3 capsules qu'on a déposées et qui sont disponibles sur votre plateforme d'écoute favorite, dans lesquelles on explique un petit peu la genèse du projet, on se présente un petit peu aussi. Alors, ce n'est pas déjà fait, là, ça pourrait être une bonne idée de mettre pause et de réécouter ou d'écouter tout court les 3 capsules. Sinon, on va quand même prendre le temps de se présenter parce que, bon, c'est notre relation qui est la naissance de ce projet-là. On va se présenter brièvement, puis après, on va se lancer sur le sujet du jour. As-tu le goût d'expliquer aux gens comment notre relation d'amitié, de collègues, hop, je suis forte? Ben oui. D'ailleurs, en écrivant un petit peu là, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, on a comme fait le calcul, Estelle et moi, de ça faisait combien de temps qu'on se connaissait. On avait l'impression que ça faisait plus longtemps que ça, mais finalement, ça fait 4 ans qu'on s'est rencontrés. Les circonstances ont fait qu'on revenait d'un congé de maternité toutes deux, suite à la réouverture des classes après la pandémie. Donc, on était toutes deux collègues en 4e année. Donc, ça fait qu'on a connecté au niveau professionnel, au niveau personnel aussi, étant 2 mamans dans le jus d'enfants de 1 an qui rentrent à la garderie, retour au travail, post-pandémie, etc. Puis finalement, on avait plein de choses en commun. Donc, coup de foudre. Exactement, ouais. Donc, c'est ça, dans le fond, on voulait vous exprimer à quel point, tout comme vous, chers parents, on sait ce que c'est de ne pas toujours savoir où donner de la tête, d'être surchargé dans plusieurs sphères, de nos vies. Donc, c'est ça, une belle relation professionnelle et d'amitié est née et assez rapidement, on a eu envie de co-créer ensemble, de faire un projet sans trop savoir ce serait lequel. Puis, assez rapidement, on a connecté sur l'idée de faire un podcast, mais encore là, on ne savait pas trop de quelle manière exactement. Puis, dans nos discussions du quotidien, souvent, ce qui revenait, c'était à quel point on aimerait que les parents voient notre quotidien, à quel point on considère, ou plutôt à quel point on trouve que c'est important que les parents travaillent dans le même sens que nous, fassent équipe avec nous. Et puis, on en est venu un beau matin à avoir un flash et à se dire, hey, pourquoi on ne conjuguerait pas cette idée de balado avec cette mission de tisser des liens avec les parents pour pouvoir communiquer et collaborer ensemble afin que leurs enfants, nos élèves, en profitent. Donc, de là est né le projet du balado. Et par la suite, on a eu, je m'excuse de continuer, mais j'avais comme un petit flash. Il y a eu quand même un bel engouement aussi quand on a présenté le projet par plein de gens dans l'organisation. Fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut être là à vous présenter du beau contenu, on le pense. Oui. On avait, je pense, aussi toutes les deux une petite flamme là, qu'on voulait faire vivre parce que toutes les deux, on adore notre job de prof, mais on voulait faire une petite différence à plus grande échelle aussi que nos 25 minous par année qu'on côtoie. Puis on voulait le faire par le biais des parents, justement, qu'on trouve
que c'est Des alliés importants. des alliés importants, exactement. Aussi, mine de rien, moi, je travaille au 2e cycle. Maintenant, Fanny, t'es rendue au 3e cycle et on a des cocos, des enfants qui, eux, sont au 1er cycle. Donc, ça nous permet de ratisser quand même large en termes d'expérience au primaire. Et on n'oublie pas non plus nos chers ados que l'on voit quitter fin primaire, mais qui par la suite poursuivent au secondaire. On sait que vous êtes de nombreux parents d'adolescents qui fréquentent le secondaire. Donc, on ne vous oublie pas. Vous êtes toujours dans nos pensées. D'ailleurs, la plupart de notre contenu va être assez versatile et va pouvoir se transposer autant du primaire que du secondaire. Mais des fois, il y aura aussi des sujets qui seront plus comment je pourrais dire, qui s'attarderont davantage à vous plus précisément. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait le goût de dire à notre sujet. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Donc, on pourrait se lancer dans le sujet du jour. En fait, le titre. Le premier balado, le premier épisode du balado Entre deux espaces a pour titre Partir du bon pied. Mm-hmm. On a fait un petit peu l'analogie avec, en fait, le début de ce projet aussi, qu'on souhaite partir du bon pied. Mm-hmm. Et on se disait, avec la rentrée, avec le mois de septembre, que un petit refresh là, de c'est quoi les bonnes habitudes à avoir pour une routine qui roule bien, pour se désencombrer un petit peu la tête, alléger la charge mentale qu'on sait parfois prenante, que un épisode sur justement les bonnes habitudes, ça pouvait bien débuter l'année. Puis quand on parle de bonnes habitudes, on parle indirectement et même directement des routines, des routines qui visent à faciliter notre organisation. Et on va essayer peut-être de vous aider à planifier certaines choses qui vont vous aider à mieux accueillir les impondérables du quotidien de parents. Donc, dans un premier temps, on va s'attarder à la routine des devoirs et des leçons, qui est probablement celle qui fait le plus réagir là, parce qu'elle est quand même exigeante comme elle se déroule en fin de journée. Mais aussi, par la suite, on va parler de la routine du matin et des saines habitudes de vie qui ont une incidence importante sur le quotidien de vos enfants à l'école. À noter aussi que pour alléger un petit peu là, l'écoute du balado, nos infos, évidemment, on a fait nos recherches, sont basées sur des données probantes, aussi sur les directions du centre de service, mais on va les laisser peut-être dans les notes là, du balado. Pour pas que ça fasse trop chargé. Mais sachez que, en fait, les propos qu'on aura durant l'épisode, c'est un mélange de notre expérience de prof et de maman. Puis aussi, évidemment, on s'appuie sur les recherches pour être les plus pertinentes possibles, évidemment. Donc, bonne écoute! Entre deux espaces. Donc, les devoirs et leçons. On s'en parlait, Estelle et moi, c'est un sujet chaud, un sujet qui divise autant à travers le monde que dans les écoles, que dans les classes, que à travers les professionnels, les parents. Bref, tout le monde a son opinion. Même chez les enfants eux-mêmes, je dirais. Chez les enfants eux-mêmes, tout le monde a son opinion par rapport aux devoirs et leçons. Ouais. Donc, justement, si on fait un petit... topo. Coup d'œil rapide à travers le monde, on a d'un côté la Finlande, qui, évidemment... a des notes, des rendus incroyables au niveau de l'éducation, mais qui ne donne pratiquement pas de devoirs, donc qui mise vraiment plus sur la qualité de l'enseignement en classe, sur les heures d'école. La France rejoint un petit peu cette idéologie-là. D'un autre côté, on a la Corée du Sud complètement à l'opposé, qui, eux, valorisent beaucoup le rendement académique et le travail en dehors des heures de classe, etc. Puis après ça, on a le Canada, les États-Unis, plusieurs autres pays qui sont un peu entre les deux. Où c'est moins uniforme, les pratiques. Exactement. Donc, même si on ramène ça à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le Québec, d'une école à l'autre, ça varie énormément. D'une classe à l'autre, ça varie énormément. Donc, j'imagine que vous avez peut-être remarqué d'une année à l'autre, selon l'enseignante de votre enfant, peut-être vous avez plus de devoirs leçons, moins de devoirs de leçons, pas du tout de devoirs leçons. Donc, ça revient vraiment au jugement professionnel de l'enseignante de décider est-ce que, premièrement, elle voit un plus-value? Est-ce qu'elle a envie d'inclure ça dans sa pratique quotidienne? Donc, dans le fond, j'ajouterais exactement. Et je m'excuse. Il
il n'y a aucun professeur, il n'y a aucun enseignant qui donne des devoirs juste pour le plaisir. Non. Il n'y a aucun professeur qui prend plaisir à courir après les devoirs, à corriger les devoirs. Donc, si un enseignant fait le choix de mettre dans sa pratique des devoirs, des leçons, ben c'est parce qu'il y a une motivation, il y a une raison, il y a une plus-value de son point de vue. Donc, ceci étant dit, une fois qu'on ne contrôle pas le fait qu'il y ait ou non une feuille de devoir, le contenu de celle-ci, ben on se dit qu'aussi bien mettre notre énergie dans tout ce qui entoure les devoirs et les leçons, c'est-à-dire le contexte dans lequel les réaliser. Je voulais dire aussi que même nous, en tant que maman, en tant que prof, on arrive à voir tous les côtés positifs et négatifs aussi des devoirs. Oui, parce qu'il y en a autant des points positifs que négatifs, il y en a. Donc, on vous comprend aussi, les parents, là, je m'excuse de couper, mais on vous comprend les parents qui sont pour, les parents qui, eux, disent « Hey, c'est mon temps de famille qui y passe », donc tous les points se valent. Oui, puis on va y revenir là, très, très bientôt, là, des points pour et des points contre les devoirs, mais on voulait juste... Mais vas-y. Oui, je vais y aller. OK. Donc, pour ce qui est des points pour, ben moi, ce qui me vient à l'esprit, d'abord et avant tout, c'est le fait que les devoirs, c'est une superbe opportunité de consolider les apprentissages qui sont réalisés en classe. On le sait, le fait de répéter fréquemment une même information nous permet de la retenir. C'est comme si on le donnait en faisant des devoirs, une occasion supplémentaire à cette information-là de s'ancrer dans notre cerveau. Aussi, en faisant les devoirs avec nos enfants, ça nous permet de prendre connaissance de ce qui est fait en classe et de la manière dont notre enfant maîtrise ou non ce ou ces concepts. Donc, en d'autres mots, c'est une forme de communication, le devoir. Et je pense que parmi les parents qui apprécient les devoirs, ce qu'ils aiment, c'est justement de pouvoir prendre le pouls de manière régulière de ce qui se fait à l'école et ça évite les surprises, en quelque sorte, lorsque les évaluations arrivent, lorsque le bulletin arrive. Il ne devrait pas y avoir normalement de très grands effets de surprise, puisque à travers les devoirs et les leçons, bien, il y a toujours une consolidation qui est faite et vous devriez, lors de la période de devoir-leçon, être en mesure là, de voir si ça se passe bien, moins bien. Donc, moi, je trouve que c'est les deux principaux arguments positifs en faveur des devoirs. Il y en a d'autres, mais oui, c'est ça. À l'inverse, comme je disais tantôt, c'est sûr que bon, ça peut créer une surcharge dans la routine familiale, ça peut créer du stress aussi, puis une surcharge cognitive à l'enfant. Il y a des enfants qui, je prends par exemple mon coco de première année, là, la première année, trouve ça exigeant, ces journées. Donc, il revient de l'école, puis les devoirs, c'est pas sa priorité, il est fatigué. Donc, puis même pour les grands, là, le secondaire, c'est des journées fatigantes, épuisantes aussi. Des plus longues périodes de devoirs à ce moment-là. En plus. Donc, ça, c'est un des points négatifs. Puis l'autre point négatif aussi, c'est l'aide apportée à l'enfant à la maison n'est pas nécessairement égale non plus. Donc, nous, ce qu'on observe en classe, quand les élèves reviennent, ça se voit assez facilement, là, un enfant qui a fait ses devoirs et leçons versus un enfant qui ne les fait jamais. Et là, j'apporte la précision, là, parce que on sait tous que ça peut arriver un soir, on n'a pas le temps, il y a des exceptions, ça allait pas, c'était la crise, on a laissé faire les devoirs. Ça arrive à tout le monde, incluant nous-mêmes. Exact. Donc, on appelle ça les impondérables, les aléas de la vie. Donc, on s'en fait pas si c'est de manière occasionnelle que ça se passe pas comme on veut. Exact. Mais quand même, en classe, on observe justement une différence. Puis là, c'est là qu'on vient à votre rescousse un peu, là, parce qu'on veut vous donner des solutions pour faciliter cette période-là de devoirs et leçons et donc pour que, au retour en classe, bien, votre enfant puisse maximiser aussi du retour qui est fait sur les devoirs et leçons. Parce que s'il n'a pas fait ses devoirs et leçons, bien souvent, l'enfant, évidemment, ça l'intéresse un peu moins ce qui se passe en classe parce qu'il ne se sent pas concerné. Exactement. Dans le fond, je fais du pouce sur ce que je disais précédemment. Plus on répète une information, plus elle s'ancre dans notre cerveau. Le fait de faire le devoir le soir, ça nous donne une première occasion de répéter cette information-là. Puis lors de la période de correction, de validation en classe, bien, on donne
à l'enfant, à l'élève, une autre opportunité de répéter cette information, de pratiquer ce concept. L'enfant qui n'a pas fait son devoir, qui n'a pas étudié, bien, il se sent moins concerné. Donc là, c'est comme s'il perdait une deuxième occasion, en quelque sorte, de répéter ou de valider sa compréhension. Puis, admettons que l'enfant a commis des erreurs, a trouvé ça difficile, bien, c'est justement de retour en classe, bien, on est là pour le supporter, pour l'aider, pour l'aiguiller. Donc, c'est ce qu'on trouve dommage avec les devoirs. Hein. On sait que les contextes dans lesquels les devoirs, leçons sont réalisés ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il y a des enfants qui sont favorisés et d'autres qui sont malheureusement défavorisés. Donc, dans le prochain segment, on va vous partager notre expérience de prof. On a pu explorer toutes sortes de manières de réaliser des apprentissages. Certaines ont été gagnantes et c'est ce qu'on veut vous partager tout en, bien entendu, y joignant notre expérience de maman. Tout ça pour essayer de rendre la plus douce possible la période de devoirs et de leçons. On va vous parler ici des petits conseils pratiques pour maximiser la routine de devoirs. Et là, quel addon! Quand même! Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez l'épisode, mais juste avant l'enregistrement, Estelle et moi, on se parlait de notre fin de semaine et on a réalisé que nos enfants d'âge scolaire ont décidé de justement mettre nos techniques à l'épreuve ce week-end. Ils nous ont bien testés. Oui. Donc, vous pouvez, sachez que ces techniques sont approuvées par... Testées et approuvées par Estelle, Fanny et leurs enfants. Évidemment, là, ce qu'on vous donne, c'est pas une formule magique. Il y a autant de façons de faire qu'il y a de parents qu'il y a d'enfants. On vous donne un petit peu les barèmes pour viser la lune, là, mais vous y allez selon votre énergie, l'énergie de votre enfant, votre réalité, votre environnement. Donc, on est consciente que c'est difficile de tout appliquer ça. Même nous, on n'applique pas tout ça tout le temps à la fois, mais juste de l'avoir derrière, dans la tête un petit peu quand on fait nos choses, ben ça guide nos interventions. Moi, j'aime bien dire que c'est en quelque sorte une formule bar ouvert, là, buffet ouvert devrait être buffet ouvert, beaucoup plus approprié. Donc, c'est un buffet ouvert, puis vous sélectionnez parmi nos propositions, nos trucs, nos astuces, ce qui vous convient, puis vous essayez dans tout ça de faire preuve d'indulgence et de bienveillance envers vous-même et votre famille, évidemment. Donc, on a 6 points à vous partager qui, on pense, risquent de favoriser ou d'adoucir votre période de devoir-leçon avec vos cocos. Et le premier consiste à créer une atmosphère positive autour de la période de devoir-leçon. La plupart des familles font leur devoir-leçon le soir, la semaine après l'école. Nous, on a l'habitude de décharger un peu les soirs de semaine en faisant un bloc le week-end. Donc, dans mon cas, le dimanche matin après le déjeuner, on s'assoit, ma fille et moi, et on commence à faire le gros des devoirs pour qu'ensuite la pression soit moins grande le reste de la semaine. Mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'enfants qui, une fois de retour à la maison après une journée d'école, ont des devoirs, leçons à faire. Et une chose qu'on trouve vraiment gagnante, c'est de prendre le temps de parler avec notre enfant, de lui demander comment sa journée s'est déroulée, de lui donner l'occasion de se libérer l'esprit, que ce soit pour parler de choses intéressantes qu'il a faites ou encore pour nommer des émotions comment je pourrais dire? Oui, effectivement. Donc, on lui donne l'occasion de faire le vide de ses préoccupations, puis en même temps, on remplit son réservoir d'attention et d'amour. Ça favorise donc le fait de pouvoir, par la suite, se concentrer sur la perte de devoirs et de leçons. Parce que le premier point, dans le fond, c'est de créer un environnement propice aux devoirs. Donc ça va permettre ça. Effectivement, parce qu'on veut que ce soit le plus agréable possible. Par le fait même, bien, on peut prendre le temps d'éliminer les sources de dérangement possibles, prendre une petite gorgée d'eau, manger une collation au besoin, aller aux toilettes. Est-ce que votre enfant est un enfant qui a besoin de bouger avant de se mettre à la tâche? C'est possible que oui. Dans d'autres situations, il y a des enfants qui, eux, veulent se mettre au travail le plus rapidement possible pour pouvoir passer à autre chose ensuite. Mais assurez-vous de régler, entre guillemets, là, de vous attarder à ce qui pourrait nuire par la suite à la période de devoir-leçon pour que autant vous que votre enfant, vous soyez disposés à faire les choses demandées.
Une autre façon aussi d'amener un environnement propice, c'est en donnant des choix à notre enfant. Je pense au mien ce week-end, le crayon, papier-crayon assis à la table, c'était sûr que ça allait pas se passer. Donc, c'est lui qui a décidé finalement de comment on allait les faire. On s'est usé de créativité, là. Je vous donne un exemple, mais il y a vraiment plein de façons de le faire. Puis ça coûte rien. Nous, on s'est sorti une petite couverte. On a fait ça dans le gazon dehors. Il faisait beau. Donc, c'est lui qui a choisi ça. Des fois, juste d'accepter aussi que l'idée vienne de l'enfant. Puis Oui, parce que ça lui donne un sentiment de contrôle. Et ça, généralement, les enfants apprécient ça beaucoup. Puis si ça se passe à l'intérieur, bien, vous pouvez utiliser des choses que vous avez à la maison. Là. Ça peut être dépeler les mots d'orthographe en montant, descendant les escaliers. Ça peut être de sortir de la pâte à modeler puis de tracer justement soit les additions, les soustractions, tout comme les mots d'orthographe. Bref, tu sais, n'hésitez pas à inviter le plaisir. N'hésitez pas à utiliser les intérêts de vos enfants pour inviter le plaisir à la période de devoir leçon. Ça, c'est notre premier point. Oui, le deuxième point qui va un petit peu avec justement offrir des choix, là. Donc, on veut essayer de trouver l'équilibre entre la flexibilité et la constance. Ouais. Donc, être flexible, amener notre enfant à faire des choix, une flexibilité aussi dans le temps de la période de devoir et leçon, selon la capacité d'attention de notre enfant, selon ce qu'on a prévu dans la soirée aussi. Et évidemment, toujours ça, mais en gardant en tête que la constance est importante dans les devoirs et leçons. C'est important d'avoir une répétition, comme on le disait précédemment aussi. Donc, d'en faire un petit peu chaque soir, quitte à morceler la tâche, faire les maths un soir, le français l'autre soir, ou séparer les mots d'orthographe. Puis le fait que votre enfant sache qu'au retour de l'école, il va accorder un délai, une durée de temps à ses devoirs leçons, ça va diminuer les chances qu'il y ait de la confrontation et des conflits. Dans le sens où quand un enfant sait à quoi s'en tenir, il y a beaucoup moins de chances qu'il essaie de contourner cette fameuse chose. Aussi, je pense à certains enfants là, qui ont peut-être il y a des élèves qui détestent, par exemple, l'étude des tables ou qui ont de la difficulté à retenir l'orthographe des mots. N'hésitez pas, par exemple, au lieu de travailler les 20 mots d'orthographe ensemble, faites des blocs de 4, 5 mots, puis allez-y un pas à la fois, un jour à la fois. Comme ça, l'enfant risque de récolter de la satisfaction, puis il va voir qu'il est capable et ça va être beaucoup plus accessible pour lui que de voir ça comme une grosse montagne au départ. Le temps aussi, prochain point, le temps alloué aux devoirs et leçons. Évidemment, pour les plus petits, on essaie de garder ça là, maximum 20 minutes par soir. C'est amplement pour eux et pour nous aussi, on va se le dire. Donc, ça, c'est assez pour les plus grands. C'est sûr que là, le temps alloué aux devoirs et leçons peut s'étirer, mais de faire des pauses régulièrement, ça peut aider à toujours rester concentré, à toujours donner le maximum de soi dans nos devoirs et leçons. Donc, pas négliger le pouvoir des pauses. Oui, puis ça peut être une source de motivation de dire, OK, on en fait un petit bloc de 5 minutes, puis après ça, je sais pas, moi, on fait un petit sprint, là, toi et moi ensemble. Donc, le fait d'avoir un moment de plaisir, de jeu, d'action, si votre enfant est plus moteur, bien, ça peut être une source de motivation aussi. Durant les pauses, vous pouvez en profiter là, pour prendre une collation, pour justement régler les petits impondérables là, qui ne fonctionnaient pas à votre goût au départ. On enchaîne avec le 4e point qui consiste à agir comme un guide lors de la période de devoirs et leçons avec notre enfant. En fait, il faut éviter dans la mesure du possible de faire les choses à la place de nos enfants. Oui, certains s'essaieront, certains aimeraient là, qu'on tienne le crayon à leur place, mais ce ne serait pas de leur rendre service. Donc, essayez de le questionner sur ce qu'il a à faire. Et s'il ne le sait pas, peut-être que vous pourriez simplement diriger vers la consigne. Et encore là, si ça ne fonctionne pas, bien, vous pourriez très bien faire un petit bout du travail avec lui, faire un exemple au besoin. Plus vous allez l'inviter à prendre de l'initiative, plus il va développer de l'autonomie et de la confiance en lui-même. Pour les petits, là, on vous invite à être patient. Ouais. On le sait, on le vit. C'est difficile, surtout au mois de septembre. Là, la machine n'est pas encore en route. Là. On vous invite vraiment à questionner, à laisser le temps de votre enfant de réfléchir. Ça peut être long avant qu'il trouve la réponse.
Puis des fois, dans le 5 à 7, on aurait le goût que ça aille vite. Là. Même moi, des fois, je me surprends à faire comme « ouais, là! » Mais c'est pas la meilleure attitude Dans le fond, on veut qu'il devienne autonome. Puis pour qu'il devienne autonome, on doit le laisser chercher ses outils. Il doit apprendre comment faire lui-même. Donc, être patient, poser des questions, le référer à ses outils ou à la question, la consigne. Donc, tranquillement, l'amener vers le plus possible une autonomie. Oui, puis c'est certain qu'en le faisant ainsi, au fil du temps, l'autonomie va prendre place, puis ça va devenir de plus en plus fluide et vous allez pouvoir éventuellement brasser votre souper en même temps que votre enfant va faire ses devoirs. Et je trouve que ça nous amène bien au prochain point, qui est le 5e point, celui qui consiste à valoriser les efforts et non les résultats. Hein? Tantôt, on a dit d'éviter de faire les choses à la place de nos enfants. C'est fort. Il y a de fortes chances que vos enfants fassent des tentatives et qu'ils s'en viennent à se tromper. Et moi, je dis toujours dans ma classe que c'est une bonne nouvelle, le fait de faire des erreurs, parce que les erreurs sont, sans contredit, le levier le plus puissant vers les apprentissages. Donc, au lieu de lui dire, voyons, franchement, c'est pas ça, essayez de le questionner. Ah oui, comment tu as fait pour obtenir cette réponse-là? Quelle stratégie tu as utilisée? Comment tu t'y es pris? Et ça peut donner naissance à un super bel échange, un partage de stratégies. Et ça, c'est hyper riche sur le plan cognitif, effectivement. Puis même si c'est des mini-micro victoires. Hein? Tu sais, tantôt, tu disais que ton coco, il avait pas tant le goût de se mettre au travail. Exact, mais juste le fait qu'ils viennent s'asseoir pour faire ses devoirs, c'est une victoire. Donc, encourager même les stratégies non cognitives, là, encourager même l'attitude positive de l'enfant face aux devoirs et leçons, encourager tout ce qui est invisible, le fait qu'il ait juste réfléchi, le fait que ce soit concentré, le fait qu'il mette des efforts, de l'énergie. Juste d'essayer, ça peut être un grand pas pour certains enfants. Oui, je comprends qu'en début d'année, ça peut sembler inatteignable, le fait d'avoir une routine de leçon harmonieuse, mais la théorie des petits pas, je vous le dis, elle portera fruit si on s'y tient. Et là, je me permets là, de faire une parenthèse. On l'a dit d'entrée de jeu, mais je pense que ça vaut la peine qu'on le répète. Tu sais, nous, ça nous arrive là, des soirs où ça se passe pas bien, là, où on fait juste penser à l'idée de pratiquer les mots d'orthographe en vue de la dictée, puis on est comme... Ouf, on le sait qu'on va récolter de la résistance, on le sait qu'on a le frère ou la sœur qui, lui, va vouloir jouer en même temps, puis que le souper sera pas prêt à temps. Puis ça, on est nous aussi, on se retrouve nous aussi dans ces cercles vicieux de réflexion, puis de doute, puis de... Ça va arriver encore cette année. J'aimerais bien vous dire que ça n'arrivera pas, mais ça va arriver encore cette année. Des soirées plus chaotiques, des soirées où vous allez dire « OK, ça fonctionne pas », puis c'est correct. Ouais. C'est tout à fait correct de dire « OK, ce soir, on a essayé, visiblement, ça ne fonctionne pas, on ferme les livres, demain, on se reprend dans un meilleur environnement. » Exact. On peut être plein de bonnes intentions aussi. Et finalement, c'est l'enfant qui veut pas collaborer du tout. Ouais, des fois, c'est juste un trop plein de fatigue aussi. Il y a des périodes de l'année qui sont plus exigeantes que d'autres. Il faut le garder en tête. Puis, si ça persiste, là, ce contexte-là, cet environnement-là de conflit, de tension, ou que vous éprouvez la difficulté à bien accompagner votre enfant. Tu sais, je pense aux parents d'enfants au secondaire là, qui font des cours de maths plutôt avancés, là, même en français. Là, des fois, ça peut être un peu étourdissant. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin juste d'échanger sur le sujet, bien, n'hésitez surtout pas à communiquer avec l'enseignante ou l'enseignant de votre enfant. C'est sûr qu'il y a une solution à trouver quelque part. C'est sûr. À la limite, ce sera d'adapter le plan de travail qui est demandé ou juste de savoir, parfois, juste de savoir que le parent et l'enseignant se parlent, communiquent ensemble à ce sujet-là et que le parent prend des nouvelles de l'enfant en disant « Puis hier, comment ça s'est passé? » Bien, c'est comme si ça faisait en sorte que l'enfant a son prof dans sa tête puis il est comme « Ah ouais, Madame Estelle ou Madame Panier va me le demander demain comment ça s'est passé. Fait que j'ai le goût de dire des choses positives pour qu'elle soit fière de moi. » Donc, ça peut aider. En fait, c'est certain que de communiquer, de nommer ce que vous vivez, si ça persiste avec l'enseignant de votre enfant, ça ne peut que améliorer la situation à notre avis. Parfait. Donc là, ça fait le tour de nos 6 points. Je vais quand même les répéter parce qu'on a nommé beaucoup de choses. Ouais. Le premier point, c'était créer une atmosphère positive autour de la période de devoir.
Le deuxième, établir une routine dans la flexibilité et la constance. Ensuite, en troisième lieu, faire des pauses au besoin. Ensuite, en quatrième, agir comme guide lors de la période de devoirs et leçons. Je serais rendue à 5 si je compte bien, valoriser les efforts et non seulement les résultats. Puis, sixièmement, communiquer avec l'enseignant ou l'enseignante au besoin si vous vivez des difficultés. Bon, maintenant qu'on a ratissé de long en large tout ce qui a trait à notre avis aux devoirs et aux leçons, on va s'attarder à une autre routine fondamentale qui est la routine du matin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny, mais moi, je trouve que la manière dont on commence la journée, ça donne souvent le ton sur le reste de cette journée. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit énormément, justement, le matin à l'arrivée de nos élèves en classe. Là. On disait qu'on voulait vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on voit, nous, en classe. Et ici, on va peut-être en parler un peu plus, dans le sens que un coco qui se réveille le matin ou un enfant, un ado qui se réveille le matin... à la dernière minute. Fatigué, à la dernière minute, s'est chicané avec ses parents, ses frères, ses sœurs, a raté l'autobus, a oublié son lunch. On ne reçoit pas l'élève de la même façon qu'à tous les matins. On le voit tout de suite, nous, en tant qu'enseignante. Exactement. Donc, ça a quand même un impact sur sa journée d'école. Là. C'était ça notre intention aujourd'hui, c'est de vous expliquer, de vous nommer le fait que selon le type de matin que votre enfant va vivre à la maison, bien, il y aura des répercussions inévitablement, qu'elles soient positives ou négatives, une fois arrivé dans la classe. Donc, on va vous donner quelques astuces. On n'est pas ici pour vous donner une formule magique, mais on a quand même exploré différents moyens qui ont eu des effets positifs dans notre famille. Donc, peut-être que ça pourrait vous servir de rappel ou vous donner de nouvelles idées pour que votre enfant arrive à l'école dans un état d'esprit peut-être plus adéquat, plus réceptif face aux apprentissages, effectivement. Le premier point qu'on souhaitait aborder, c'était la préparation. La préparation qu'on peut faire la veille. Et là, je vais parler de moi personnellement. Le soir, comme tout le monde, comme tous les parents, je l'imagine, je suis fatiguée. Une fois que mes enfants se couchent, j'ai envie de m'asseoir à mon tour et de relaxer, mais je me donne quand même un coup de pied, vous savez, pour préparer certaines choses, comme les vêtements. Quand je prépare les vêtements, j'essaie de mettre à profit mes enfants là, pour que le lendemain, ils portent des vêtements qu'ils apprécient. Je m'efforce aussi de préparer le cœur, si on veut, du lunch du lendemain. Honnêtement, ça me tente rarement, là, mais je sais que la moi de demain va être contente que j'ai pris ce temps-là. Ce qui fait en sorte que le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai une moins grande pression, je suis plus calme et par le fait même, je suis plus disposée à accueillir mes enfants. Je suis dans un meilleur état d'esprit. Mais je sais que toi, Fanny, c'est pas exactement la même manière que tu te prends, puis ça fonctionne tout aussi bien. Oui, mais c'est un bon exemple de quand on dit qu'il y a autant de façons de faire que d'êtres humains, de parents et d'enfants. C'en est un bon exemple parce que moi, c'est pas tout à fait ça, dans le sens que à la fin de ma journée, moi, je suis brûlée, bien, comme toi, mais j'ai même pas l'énergie de. Je couche mes enfants, puis c'est pas long que je me couche après. Mais le matin, les vêtements, on les prépare la veille aussi, comme toi, ensemble. Puis le matin, je fais tout le reste. Puis j'ai l'impression, dans ma famille, que le fait de moi-même m'activer le matin, le fait que mes enfants me voient m'activer, me préparer, faire les lunchs, ça les met aussi en action beaucoup plus rapidement. Là, ça les encourage. Puis ils font la distinction aussi entre un matin de semaine, un matin de fin de semaine. Donc, pour nous, c'est ça qui fonctionne. Pour l'instant, ça va peut-être changer éventuellement. Oui. Mais pour nous, là, c'est ça qui fonctionne. Évidemment, ça m'amène un petit peu à notre deuxième point. Mes enfants savent un peu quoi faire aussi le matin, là, parce qu'on a établi une routine. Donc, le deuxième point étant la routine matinale. On a établi une routine qu'ils connaissent. Donc, j'ai des petits rappels à leur donner ici et là. Mais en gros, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent ça marche comment un matin. Et ça aide. Oui, parce que ce sont les mêmes gestes qui sont répétés sensiblement dans le même ordre, jour après jour. Souvent, au début de l'année, comme on l'est en ce moment, on doit répéter un petit peu plus, encadrer davantage. Mais c'est pas trop long que les enfants
prennent part à cette routine-là de manière de plus en plus autonome, mais à un moment donné, on n'a plus grand-chose à dire normalement. Donc, si jamais vous avez des enfants qui ont besoin de plus de rappels ou qui sont plus visuels, bien, vous pourriez opter pour des petits pictogrammes, mais probablement qu'au fil du temps, justement, vous allez devoir, pas devoir, mais vous allez tenter de délaisser ces pictogrammes-là parce que les enfants vont maîtriser au fil du temps très bien la routine, comme ce sera toujours les mêmes gestes qui seront posés dans le même ordre. Ça évite aussi l'opposition, un peu comme on le disait, parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça se passe tous les matins. Ils savent que c'est des gestes répétitifs et donc ça facilite la vie de tout le monde, finalement. Oui, puis j'avais le goût d'ajouter que ça peut être une piste intéressante que de prévoir un court moment de jeu à la toute fin de la routine. Ça va être une belle source de motivation de prendre 5 minutes pour jaser, dessiner ou pourquoi pas aller à l'extérieur pour faire le plein de vitamine D. Donc, si le temps vous le permet, si l'énergie vous le permet de prendre ce temps-là, je pense que ça peut être une belle source de motivation aussi. Mais ça nous amène, en fait, au troisième point qui est le temps de lever adéquat parce que on le sait que si on laisse davantage de temps aux enfants, ils vont pouvoir, se réveiller avant de faire leur dite routine. Pour ma part, plusieurs personnes me considèrent comme étant un peu folle, mais j'ai tendance à me lever extra tôt parce que j'aime beaucoup me centrer sur moi-même, accorder 1 heure à ma routine avant d'accueillir mes enfants. Et encore là, comme je le disais précédemment, le fait d'avoir réglé mes petites affaires personnelles, ça me permet d'être plus disponible, plus disposée à accueillir mes enfants. Je suis plus souriante, je suis plus dans la bonne humeur, je suis plus disponible pour les recevoir, pour les aider. Donc, ça fait cet effet-là chez moi, sans aucun doute que ça fait aussi le même effet chez les enfants. Donc, j'aime bien, que mes enfants aient l'occasion de se réveiller, de me raconter leurs rêves, de me parler de leur nuit, finalement, avant d'enclencher la routine. Puis, honnêtement, quand un enfant n'a pas eu cette période, ce délai-là, il arrive un peu, je sais pas comment le dire, là, mais j'ai un peu ébranlé, là. C'est ça, je cherchais mes mots, là. Ça apparaît dans son visage, il est un peu essoufflé, son sac n'est même pas fermé, il sait même pas s'il mange à la cafétéria le midi ou s'il a son propre lunch. Bref, ça met un paquet de questionnements, de doutes et d'insécurité dans l'esprit de l'enfant. Donc, on pense que c'est une plus-value d'avoir ce temps-là, autant pour nous que pour les enfants. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, réveiller un enfant le matin, j'ai ça vraiment... Je déteste ça. Je me dis, pauvre, moi, me faire réveiller, je déteste. Donc, réveiller mes enfants, j'aime pas ça non plus. Donc, évidemment que si vous avez tendance à peut-être toujours réveiller vos enfants le matin, c'est peut-être un signe qu'il faudrait devancer l'heure du coucher. Ça veut pas dire que ça va durer comme ça toute l'année, mais c'est sûr que là, en septembre, en octobre, reprendre la routine, ça demande beaucoup d'énergie. Les journées d'école, ça demande aussi beaucoup d'énergie aux enfants, donc ça se peut qu'ils soient plus fatigués. Fait que les coucher peut-être un peu plus tôt pour leur permettre de se réveiller en douceur le lendemain, ça peut être aussi une bonne stratégie. Oui, parce que c'est vraiment des journées exigeantes pour vos enfants. Ils ont de nombreuses consignes à respecter tout au long de la journée. Puis, je me dis qu'il vaut mieux les coucher un peu plus tôt, qu'ils aient un petit moment à eux pour lire, pour jouer un jeu calme avant de s'endormir, que de les coucher trop tard et que là, il y a une forme de dette de fatigue qui s'installe au fil du temps. Ensuite, le prochain point, c'est aussi l'importance de déjeuner. Donc, évidemment, le premier repas de la journée est le repas le plus important. On l'a entendu maintes fois. C'est pas nous qui l'inventons. On a beau pas être nutritionniste, ça, on le sait. Ça. Donc, et encore mieux si le déjeuner est nutritif et soutenant. Mais là, on sait que même chez nous, là, les céréales sucrées, ça a la cote. Là, donc, puis il y a des enfants, justement, qui ont faim tardivement aussi dans la journée, qui ont besoin de se réveiller avant de manger. Donc, dans la mesure du possible, on essaie évidemment de déjeuner. Et si on peut, en plus, donner quelque chose, un bon carburant soutenant à notre enfant, c'est encore mieux. Parce qu'un enfant qui a faim ne pourra pas être attentif à ce qui se passe en classe. Vous le savez, se nourrir, c'est un des besoins de base. Donc, il faut absolument régler la faim avant de pouvoir faire des apprentissages. Si jamais ça arrive de temps à autre là, que vous avez un matin un petit peu plus chamboulé, si je peux dire, là, et que votre enfant n'a pas eu le temps de déjeuner, je suis certaine que si vous écrivez un petit message à l'enseignante de votre enfant pour lui dire « Je pense que ce serait bien de lui offrir une petite occasion de manger ce matin »,
je serais très surprise qu'on réagisse mal à ce genre de message. Justement, dans ma classe, moi, je permets à mes élèves de manger leur collation au moment qu'ils le veulent parce que, justement, c'est pas vrai qu'on a faim au même moment. Et je trouve que les mieux placés pour savoir quand ils ont faim, c'est les enfants eux-mêmes. Et je sais que c'est pas comme ça dans toutes les classes, puis c'est pas la même réalité auprès des plus jeunes non plus. Mais je pense vraiment que si votre enfant risque d'avoir faim tôt le matin avant la collation, bien, ça vaudrait la peine de le dire, de le nommer à l'enseignante. Finalement, il y a, tout ça, ça nous permet une gestion du temps, qui est le dernier point, plus adéquate. Ouais. Donc, il y a plusieurs outils encore qu'on peut utiliser, là, des minuteurs, des calendriers, par exemple, pour reconnaître l'éducation physique, l'anglais, etc. Ouais. Chez les plus grands, ça peut être juste des rappels oraux, là, verbales de « il te reste 15 minutes avant qu'on parte c'est ça. Donc, évidemment, d'apprendre à notre enfant à mieux gérer son temps. Faut commencer par se gérer soi-même. Oui, c'est sûr qu'on est un modèle dans tout ça. Hein? Mais la gestion du temps fait partie aussi d'une belle routine agréable le matin. Oui, puis peut-être favoriser tout ce qui est visuel pour que les enfants puissent bien mesurer le temps qu'il leur reste parce que le concept de minutes, c'est quand même vague dans leur esprit généralement. Puis si le reste du temps, bien, ça peut être une belle façon de les récompenser en justement en faisant un petit moment de jeu avec eux, justement. Ça n'a pas besoin d'être long. Là. On part une musique, on danse sur leur chanson du moment, puis that's all, on s'en va. Exactement. En plus d'avoir eu du plaisir, bien, le souvenir qu'on va avoir durant toute la journée de notre moment passé en famille, le matin même, bien, ça va être un moment de plaisir, de rire, de joie. On enchaîne avec les saines habitudes de vie. Bon, on n'est pas ici là, pour vous dire comment optimiser les saines habitudes de vie de vos enfants. Par contre, on est forcé d'admettre que le fait que les habitudes de vie soient saines ou non, ça a une incidence sur le quotidien de la classe. Donc, ce qu'on veut, c'est plus vous faire miroiter, vous faire comprendre comment nous, dans la classe, on voit ces impacts-là quand il y a des choses au niveau des saines habitudes de vie qui ne sont pas optimales. On en a parlé un peu tantôt. Le sommeil, évidemment, c'est un besoin fondamental chez tout être humain, encore plus chez les enfants. Donc, outre le fait de permettre une meilleure concentration, une meilleure mémorisation des apprentissages chez l'enfant, ça va aussi lui permettre d'être en forme et d'être à son meilleur en classe. Exactement. C'est pas rare qu'on voit des enfants s'endormir sur les bureaux. Ouais. Ben, c'est pas rare. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive chaque année. Mais c'est pas de manière quotidienne, là, je vous rassure. Des enfants qui peuvent être agités, qui ont une difficulté à contrôler leurs émotions, contrôler leurs gestes, leurs paroles, impulsivité, des émotions plus difficiles. Donc, tout ça, ça peut être dû au sommeil, en fait. Exactement. Donc, n'hésitez pas à favoriser ces habitudes-là en devançant l'heure du coucher au besoin. Puis, si jamais, pour des raisons particulières, il y a certains jours, certaines semaines où c'est plus difficile, peut-être que les nuits ont été entrecoupées à cause du petit frère, de la grande sœur, qui ont un virus. N'hésitez pas encore là à dire à l'enseignante que l'enfant risque d'arriver avec un plus de fatigue. En fait, comme ça, on va l'accueillir différemment. Exact. Pour faire le lien avec notre deuxième point aussi, pour favoriser un bon endormissement et une meilleure qualité de sommeil aussi, c'est le fun de couper les écrans 1 à 2 heures avant le dodo. Donc, notre deuxième point qui étant la limitation des écrans. Idéalement, la limiter toute la semaine, mais ça, c'est vraiment un sujet auquel on veut revenir là, éventuellement dans un épisode. C'est un sujet chaud en soi. Brûlant. Ah oui. Brûlant. Vraiment très brûlant. Effectivement, on aimerait ça éventuellement l'aborder de long en large, mais là, on veut juste vous rappeler, même si on se doute que vous le savez déjà, que les écrans, ben ça a une incidence sur le sommeil. Et puis, ça a aussi une forte incidence sur le niveau d'attention et de concentration en classe, dans le sens où un enfant qui consomme beaucoup d'écrans, qui joue aux jeux vidéo, qui écoute des vidéos de toutes sortes, ben ça fait en sorte qu'il est très souvent surstimulé. Et en quelque sorte, le cerveau s'habitue à cette surstimulation, ce qui fait en sorte qu'on doit déployer beaucoup plus d'efforts et d'énergie, nous, comme enseignants, enseignantes, pour capter son attention et surtout pour maintenir son attention. On observe des périodes d'attention vraiment plus courtes aujourd'hui qu'il y a, disons, 15 ans, quand on a débuté notre carrière.
Et on voit aussi que les enfants ont tendance à s'ennuyer facilement dans le sens où, aussitôt qu'il y a un moment de transition où il n'y a pas nécessairement quelque chose de précis à l'horaire, on dirait qu'ils ne savent pas trop comment le gérer. Le cerveau est toujours à la recherche de divertissement, Ouais, là, c'est de ça. quelque chose de stimulation. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des géos. Là. On essaie d'être, comment je pourrais dire, intéressantes et divertissantes, mais il reste que, tu sais, on est des êtres humains avec un réservoir X d'énergie. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à nos collègues. Oui. Nos collègues de l'école secondaire d'Oka qui ont... Super belle initiative. Oui, en fait, ils ont décidé cette année que les écrans de toutes sortes, en fait, les Téléphone cellulaire, dans la majorité des cas. particulièrement, Ouais. allaient être interdits sur le terrain de l'école. Donc, les enfants, une fois qu'ils débarquent de l'autobus, doivent ranger leur technologie et ils ne doivent pas être utilisés de toute la journée. Donc, sur le terrain, dans l'école et non seulement dans les cours. Et ça permet de favoriser d'abord et avant tout la socialisation entre les jeunes, mais aussi ça fait en sorte qu'on diminue cette surstimulation-là et on favorise le niveau d'attention et de concentration. Beaucoup moins porté aussi à, même si c'est dans notre poche, notre téléphone, là, à toujours le regarder, le sortir, tout ça. Là, donc, beaucoup moins déconcentrant pour les jeunes. C'est intéressant cette initiative. Bravo à eux. Oui, vraiment. Ensuite, l'alimentation. On a parlé un petit peu déjà. On a parlé de l'importance du déjeuner, évidemment. Maintenant, on fait du pouce en voyant de la collation. La collation, évidemment, on vise à ce qu'elle soit soutenante pour que, justement, l'enfant n'ait pas à manger plusieurs collations afin d'être bien soutenu. On veut surtout attirer votre attention sur comment l'amener à votre enfant pour que votre enfant il sache quoi manger à la collation. Parce que, c'est quand ils ont tout le choix de leur boîte à lunch, là, le petit dessert peut être tentant à la collation. Moi, ça m'est arrivé, l'enseignante de mon enfant l'année dernière qui m'appelle en me disant « Ton fils n'a pas de dîner? » Et moi, de lui répondre « il y en avait un dans sa boîte à lunch ce matin, mais il avait décidé de le manger comme collation. » Donc là, il n'y avait plus de dîner parce qu'il avait mangé son dîner en collation. Fait que peut-être... C'est de juste s'assurer que vos enfants savent. C'est quoi le dessert? C'est quoi la collation? Qu'est-ce qui est prévu pour le matin, le midi, le service de garde le soir? En même temps, on les comprend. Là. Pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils peuvent manger un peu ce qu'ils veulent dans leur boîte à dîner sans qu'un adulte leur dise précisément quoi faire. Donc, on a souvent des petits rappels à faire en début d'année, puis éventuellement, il est bien à comprendre que ça passera pas la bâtonne enrobée de chocolat, par exemple. Donc, juste, c'est ça, à prendre l'habitude de leur nommer là, qu'il y a des choses qui sont préférables pour la collation et d'autres qui sont plus des petites gâteries, des petits desserts, si on veut. À rappeler aussi que peu importe votre situation, là, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec l'enseignante de votre école, avec l'enseignante de votre enfant, avec l'école de votre enfant. Parce que c'est sûr qu'encore une fois, il y a une solution qu'on peut trouver pour que votre enfant soit bien nourri. Il y a généralement des mesures qui sont mises en place dans les écoles pour s'assurer que même les enfants qui traversent des périodes plus difficiles ont toujours de quoi à manger, quelque chose à manger, plutôt parce que nous, on est un petit peu tenus par les allergies alimentaires. On n'est pas supposé partager nos collations. Les enfants non plus peuvent pas partager entre eux. Mais si jamais vous vivez des situations plus difficiles, n'hésitez pas. On sait que ça peut être délicat, mais en même temps, il vaut mieux que votre enfant ait le ventre plein et puisse apprendre qu'il entretienne justement sa faim. Le dernier point concernant les saines habitudes, c'est l'exercice physique. Ouais. Donc, ça aussi, on le sait que vous le savez, que c'est bon de bouger puis de faire bouger vos enfants. On sait que vous savez tout ce qu'on vous a dit, en fait. C'est juste un petit rafraîchissement, un petit rappel. Des fois, des choses qu'on pense évidentes, qu'on oublie de partager avec notre enfant. Exact. Donc, sachez que nous, en tout cas, dans tous les cas, devrais-je dire, on est vraiment conscient que les jeunes ont besoin de bouger. Tu sais, oui, il y a des récréations, oui, il y a une heure de dîner où ils peuvent bouger davantage. Mais tu sais, en classe, on essaie d'offrir des pauses actives. Des fois, on peut le faire grâce à des vidéos sur nos TNI. Il y a parfois même des corridors actifs qui sont disponibles dans certaines écoles. Des fois, on s'invente des sorties à la toilette juste pour se dégourdir les jambes un peu. Il y a des vélos stationnaires, même des petites trampolines dans certains locaux de TS. On essaie de mettre le maximum de moyens en place pour favoriser le fait d'être actif, pour pouvoir prendre des pauses. Puis, si vous avez ça
en tête, vous aussi, comme parents, de saisir la moindre occasion de faire bouger vos enfants, bien, c'est sûr que ça nous donne un coup de main, là. Tu sais, si le matin, vous avez l'opportunité de marcher pour aller à l'école, c'est sûr que ça va faire une différence sur l'état d'esprit dans lequel votre enfant va arriver. Puis, aussitôt que vous avez une occasion, que ce soit durant la période de devoir ou que ce soit... Juste au retour de l'école aussi, ça peut permettre à l'enfant de décharger toute sa journée. Donc, tu sais, de bouger un petit peu là, avant d'entamer la routine du soir, justement. Là, Justement, il y a des élèves, il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui ont des activités parascolaires certains soirs de semaine, puis c'est certain que le fait de bouger, ça va favoriser leur sommeil et le reste de la journée du lendemain. En plus, c'est un temps en famille, le fun. Exactement. Donc, c'est un win-win. Oui, puis des manières de bouger, on s'entend qu'il en existe pour tous les coups. Et ça nous amène déjà à conclure. Ben oui! Dur à croire que déjà, on a passé à travers cet épisode-là, qui a passé à tout à l'heure dans mon esprit, en tout cas, je dois dire. On va vous résumer quelques points là, qui, je pense, résument bien le contenu d'aujourd'hui. Tout d'abord, faites confiance à l'enseignant de votre enfant. C'est vrai que vous n'êtes pas dans sa tête, que vous n'êtes pas non plus dans la classe, que vous ne comprenez pas toujours le pourquoi du comment, mais je vous assure que l'enseignant de votre enfant a à cœur son bien-être et que ce qu'elle vise, c'est de mettre toutes les chances de son côté pour favoriser sa réussite et son épanouissement. Donc, si vous ne comprenez pas une décision, bien, encore là, comme on le dit souvent, n'hésitez pas à écrire, à appeler, à communiquer, bref, avec l'enseignant de votre enfant pour mieux comprendre. Puis, je suis certaine que ça va vous permettre de voir un point de vue que vous n'aviez peut-être pas considéré au départ. Aussi, je pense, concernant la période de devoirs et de leçons, le mot-clé, c'est flexibilité, mais constance. Donc, restez flexible, offrir des choix à l'enfant, utiliser toute votre créativité là, pour rendre ça amusant. Lâchez-vous là, ce qu'on Exact. Toutes les manières sont bonnes pour faire apprendre des mots de vocabulaire et des tables de multiplication ou d'addition à vos enfants. Donc, gênez-vous pas, lâchez-vous lousse. Et justement, le prochain point qu'on voulait ramener, c'est le fait d'inviter le plaisir. N'importe quel apprentissage qui va se dérouler dans le plaisir va être plus significatif et va s'ancrer davantage dans le cerveau de votre enfant. Donc, ayez du plaisir et permettez à votre enfant d'avoir du plaisir aussi. Tout le monde va s'en sortir gagnant de ce choix-là d'inviter le plaisir. C'est émotif, hein, la mémoire? Oui, donc, tout à fait. Mettez-le de votre côté. N'oubliez pas la constance aussi, là. Oui. Un petit peu chaque soir, c'est la formule gagnante. Tout à fait. Mais tout en se laissant une marge de manœuvre en cas d'imprévu. Exact. Ça fait le tour! Oui! Hey, on vous invite à commenter notre contenu si jamais vous avez apprécié l'épisode, à consulter fréquemment aussi les réseaux sociaux du centre de service. Oui, lire les infos parents de votre école aussi. Premièrement, c'est important parce qu'il y a une foule de renseignements utiles pour votre enfant, l'école de votre enfant précisément. Puis sûrement qu'on va venir vous faire des petits coucous de temps en temps là-dedans. Exactement. Donc, nous, on vous dit merci d'avoir été là et puis on se revoit le mois prochain. Le mois prochain. Félicitations, Estelle! Hey! Premier épisode! Yay! Bye bye! Bye!